m'appelle Agathe. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent déjà vu qu'on a fait des accompagnements ensemble. Et donc, du coup, je travaille sur le projet de Bon Bagage Numérique depuis bientôt 2 ans maintenant. Et je fais pas mal d'ateliers, dont des webinaires comme aujourd'hui. Euh, du coup, les enjeux et contextes de ce webinaire, c'est en fait, il faut se dire que euh, dans le cadre du développement voilà, de l'activité digitale de votre structure, vous avez quand même des gros enjeux en termes d'optimisation de la relation client, le fait aussi de vraiment comprendre comment le digital peut vous aider à améliorer votre relation avec votre client et aussi à vous aider au quotidien. Et on le sait, il y a de plus en plus un besoin de se démarquer auprès de la concurrence. Donc voilà, ce webinaire va vraiment logiquement vous aider à vous donner des astuces pour justement travailler l'expérience utilisateur, qui est l'un des piliers pour optimiser sa relation client. Du coup, on est 1 heure ensemble pour 4 choses: découvrir les fondamentaux de l'expérience utilisateur, comprendre pourquoi l'expérience utilisateur digitale doit être une priorité. Les touristes sont maintenant des touristes qui sont connectés, qui sont présents sur différents canaux de communication. Donc voilà, il faut être présent sur le digital, mais aussi sur le digital un peu partout. Et on va aussi apprendre à optimiser l'expérience utilisateur sur son site à travers différentes astuces. Vous verrez qu'il y a des astuces qui sont vraiment, je dirais, toutes bêtes, mais qui méritent d'être rappelées si vous ne les connaissez pas. Et enfin, pour terminer, on fera un petit point sur le dispositif Mon Bagage Numérique. Comme vous le savez, comme certains le savent, en fin d'année, logiquement, le dispositif est censé s'arrêter, donc il reste encore certaines actions. On attend d'être potentiellement renouvelé. Pour commencer sur voilà, ce webinaire, une chose déjà, quels sont les principes du coup de l'expérience utilisateur pour votre site web? En fait, il faut comprendre qu'avoir une bonne expérience utilisateur sur votre site web, c'est améliorer la satisfaction du client et sa conversion. Globalement, on sait, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans l'expérience utilisateur. Quand votre client arrive sur votre site, déjà, il faut que votre site soit, par exemple, se télécharge assez rapidement pour qu'il y reste. Et après, quand il y reste, il a besoin d'avoir, par exemple, des informations qui soient claires, qu'il sache exactement où aller pour trouver l'information dont il a besoin. Et donc, plus vous travaillez sur ces aspects-là, plus vous allez augmenter sa satisfaction, son envie de rester sur votre site. Et du coup, potentiellement augmenter vos taux de conversion, puisque l'objectif à la fin, c'est qu'il clique sur le bouton réservé et que ça vous fasse plus de chiffre d'affaires. C'est toujours ça la finalité, on le sait. Et globalement, l'expérience utilisateur, du coup, on le verra, c'est soit des tâches qui sont plutôt ponctuelles, soit des tâches aussi qui se font sur le long terme et qui sont plutôt quasiment des habitudes à prendre au quotidien. Donc, il y a 3 piliers pour améliorer son expérience utilisateur. Premièrement, travailler l'accessibilité de son site Internet, travailler le contenu et les interactions avec les utilisateurs présents sur votre site, et ensuite optimiser votre site d'un point de vue technique et performance. Voilà, donc globalement, il y a des choses où on n'a pas besoin vraiment de compétences, c'est plus de l'information à donner de manière intelligible. Et il y a des fois aussi une partie qui est plus vraiment technique et tournée sur l'accessibilité. Du coup, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Alors, sachez qu'il y a plein de définitions différentes. En tout cas, pour nous, Assemis et Mon Bagage Numérique, l'expérience utilisateur, c'est ce que vivent et ressentent les clients, les utilisateurs lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise, un produit, un service. Donc, typiquement, qu'est-ce que ressentent les clients et qu'est-ce qu'ils vivent quand ils arrivent sur votre site? Très concrètement, cette image peut-être fera rire, mais elle est très parlante. Pour parler d'expérience utilisateur, on prend l'exemple voilà, du pot de sauce tomate Heinz, qui a revu plusieurs fois son packaging. On voit et on confond toujours aussi l'expérience utilisateur comme juste le fait d'avoir un joli site.
votre site peut être très joli, mais en fait très difficile à utiliser. Donc l'objectif, c'est de se dire, faire de l'expérience utilisateur, c'est pas juste faire du beau, mais c'est surtout faire du pratique. On va passer aux 10 astuces sans plus attendre. Pour chacune des astuces, du coup, on a comment dire, une slide, une diapositive qui est toujours la même. Donc, je vous l'explique très rapidement. Vous aurez à chaque fois le nom de l'astuce, une mise en situation. Donc, qu'est-ce que le client se dit? Parce qu'il faut toujours, entre guillemets, mettre ses lunettes, se mettre à sa place. Concrètement, qu'est-ce qu'il en découle? Et puis, souvent, dans la diapositive suivante, je vous mets un exemple concret en tout cas, de bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place. Je le répète, souvent on a la question, vous aurez bien le diaporama de la présentation par email dans la journée, donc pas de souci. Vous pourrez ensuite vraiment vous poser pour re-regarder les astuces par vous-même, voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. La première astuce, c'est simple, mais c'est vraiment avoir une structure de site internet claire. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il arrive sur votre site, en général, il veut chercher une information, il se dit je souhaite trouver rapidement la bonne information sur un site donné. Par exemple, je veux savoir si je peux ramener mon chien dans un gîte. Bah, du coup, où est-ce que, en arrivant sur la page d'accueil, potentiellement, je peux me diriger pour trouver la bonne information? Donc concrètement, il faut vraiment avoir une organisation logique des pages et des catégories de votre site pour proposer une navigation donc, qui est intuitive. Ça, c'est ce qu'on dit en réalité. Ce qu'il faut entendre derrière, c'est qu'en fait, il faut que vous essayiez d'avoir, si possible, des pages qui se lisent assez rapidement, c'est-à-dire 2-3 minutes maximum, des textes, des titres pardon, et des sous-titres qui soient très clairs pour permettre en fait à la personne, quand elle arrive par exemple sur votre onglet Gîtes qui présente vos équipements, vos services, qu'elle puisse directement distinguer les équipements et les services de votre gîte, qu'elle n'ait pas à chercher l'information, qu'elle puisse s'y diriger d'un coup d'œil. Donc globalement, avoir des pages qui sont courtes à lire, facilement compréhensibles dans leur structure. Ensuite, si vous voulez, si vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires, ne pas hésiter à créer d'autres pages en créant des liens de redirection vers ces autres pages plutôt que d'essayer de vouloir ajouter forcément de la donnée supplémentaire sur une page qui a déjà suffisamment d'informations. Je vais vous montrer un exemple. Alors, j'ai essayé dans les exemples que je vous présente dans ce webinaire de mettre un maximum d'exemples, on va dire, francophones. Donc, il y a du français, il y a du belge. Je donne l'exemple du coup de l'Office du tourisme de Strasbourg. Eux, donc en fait, sur leur site, ils ont 3 onglets, découvrir, avoir à faire ou organiser mon séjour. Et quand je clique sur organiser mon séjour, on voit que la manière dont est structuré leur sommaire est assez claire parce qu'en fait, vous avez à la fois des titres rouges et après vraiment des sous-bullet points pour pouvoir très facilement vous repérer. Donc, par exemple, si je souhaite me loger, bah, je vois directement qu'on me propose 4 types d'hébergement, hôtel, résidence, hôtelière, meublé de tourisme et autres hébergements. Et en fait, très facilement, j'ai juste à cliquer et je sais où je vais atterrir. Pareil, alors je sais que ça c'est plus compliqué à faire techniquement et c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est le fait, si vous le pouvez, de pouvoir ajouter des icônes aussi. Là, on voit très bien sur le venir et se déplacer. Très rapidement, on a le train pour la route et en avion. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'architecture de votre site, c'est à la fois avoir des onglets à chaque moment du parcours visiteur, c'est-à-dire que là, on voit, si j'organise mon séjour, je peux à la fois savoir où je vais me loger, mais aussi comment je vais faire pour arriver jusqu'à Strasbourg. Et ce qui compte aussi, c'est là, on le voit dans l'énoncé des onglets et des sous-catégories, c'est qu'à chaque fois, j'ai des verbes d'action. Donc, j'ai se loger, venir, avoir, à faire, découvrir. C'est des mots qui sont hyper percutants. C'est 1 ou 2 mots, du coup. C'est hyper simple à lire et on sait directement où va l'information.
La deuxième astuce, logiquement, il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, vu que je connais un peu vos sites et que je vous ai déjà eu en accompagnement, c'est d'avoir un site traduit en plusieurs langues. Donc forcément, vous avez une clientèle qui est en général étrangère et qui souhaite avoir en général de pouvoir lire votre site en tout cas dans sa langue. Quand on est en tout cas en Belgique, en général, il faut avoir son site en français, en néerlandais, en anglais et en allemand. Dans l'idéal, c'est vraiment avoir ces 4 langues. Après, si vous êtes amené à avoir une clientèle, par exemple, il y a certains gîtes qui ont des clientèles portugaises et qui ont développé leur site aussi en portugais parce qu'ils savent qu'ils ont une grosse communauté de Portugais dans leurs touristes. Alors là aussi, vous pouvez envisager d'ajouter une langue. Concrètement, comment vous pouvez le penser, c'est vraiment de me dire, j'essaye de développer donc mon site dans le plus de langues possible. Et comment je pourrais dire, j'essaye aussi de faire en sorte que ça s'affiche assez facilement sur mon site. Ça, en général, vous avez quand même la main. Je sais qu'en fonction des paramétrages que vous pouvez faire sur votre site, vous pouvez soit à la fois présenter soit juste les noms des pays, donc français, anglais, espagnol, italien, ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre les drapeaux. Voilà. Sachez qu'il existe pas mal d'extensions pour pouvoir justement avoir votre site en plusieurs langues. Donc, typiquement, pour WordPress, on a Translate Press. Je sais que sur Eloa, alors c'est un peu long, mais vous avez la possibilité de le faire aussi. Ce que je priorise, si vous ne voulez pas tout traduire votre site, parce que des fois, vous avez énormément de pages, ce que je vous conseille, c'est de au moins prioriser la fiche d'accueil, donc votre page d'accueil, la traduire en plusieurs langues, et ensuite, forcément, la page de réservation. C'est là où on fait la conversion. Donc vraiment prioriser ces 2 pages-là si vous voulez pas commencer à traduire par exemple tous les articles de blog ou toutes les pages un peu spécialisées que vous avez créées. Je peux comprendre que ça prend du temps. Voilà, dans ces cas-là, prioriser 2-3 pages maximum pour gagner du temps et puis aussi pour pas que ça soit vite une usine à gaz. Parce qu'il faut savoir, à partir du moment où on euh, traduit son site. À chaque fois que vous faites une modification de texte, vous devez potentiellement le traduire dans toutes les langues. Donc du coup, ça, voilà, c'est aussi un travail à se dire, je peux mettre mon site en plusieurs langues, mais je sais que derrière, à chaque fois, ça va me rajouter 2, 3, 4 fois de plus de travail si je fais des modifs. L'astuce numéro 3, c'est d'améliorer l'esthétique et la lisibilité du site. Donc, globalement, ce que veut un utilisateur quand il arrive sur votre site, c'est justement d'avoir une expérience qui soit agréable, qui puisse comprendre rapidement ce qui est écrit, que ça soit pas en trop gros, en trop petit, que les images soient pas pixelisées. Donc, il y a vraiment un sujet de bien choisir du coup à la fois les photos et les formats de texte qui sont disponibles sur votre site. Je vais être très concret, par exemple, avec un exemple de Vélotel. Donc eux, par exemple, on voit qu'ils ont, sur l'explication de leurs équipements de chambre, précisé juste quelques bullet points. J'ai déjà vu sur certains sites des fois des vraiment 30-40 bullet points à la suite sur une même page. C'est beaucoup trop. Essayez d'étayer, enfin de réduire un maximum pour vraiment avoir un nombre de bullet points qui soit assez réduit. Personne ne lira 40 bullet points, sachez-le. Au même titre que pour les photos, des fois, et parce qu'on a envie de le faire, on a envie de mettre un maximum de photos de son gîte ou de son hébergement ou de son organisme ou de son attraction pour montrer un maximum de choses. En réalité, des fois, 5, grand max 10 images suffisent. Ça sert à rien de faire des plans sur des petits focus de votre hébergement. Par exemple, juste prendre une belle photo d'oreiller avec par exemple la table de chevet à côté. Faites vraiment pratique et surtout misez surtout sur la qualité des photos plutôt que sur la quantité. Toujours qualité plutôt que quantité. Quelque chose aussi là qui est intéressant, si vous pouvez le faire dans la modification de votre site, c'est du coup d'avoir plutôt des carousels, ce qu'on appelle des défilements en fait de photos. Je sais que tous les sites ne peuvent pas le faire, mais dans l'idéal, c'est mieux d'avoir un carrousel qui permet de défiler les photos plutôt que d'avoir on va dire une page
qu'on descend un peu à l'infini sur 20-30 photos. C'est toujours plus sympa dans l'expérience utilisateur. Donc vraiment, essayez d'avoir une sélection adéquate de vos photos, vraiment quelque chose de plutôt de bonne qualité, bien choisi. Évitez des fois d'avoir des photos doublons. Des fois, il y a 2 photos qui sont quasiment identiques. Choisissez l'une des 2. Et surtout, essayez d'avoir des textes qui soient faciles à comprendre, sans blabla. La bonne technique pour faire ça, c'est essayer de faire relire votre site à d'autres personnes, à des amis à vous, de la famille. Et vous voyez que si, en fait, ils butent sur un mot ou une phrase trop longue, ils vont forcément du coup, vous allez forcément vous rendre compte que potentiellement vous pouvez faire une amélioration sur un texte ou voilà, sur une architecture de paragraphe. Un autre exemple aussi qui peut être bien, comme on a vu précédemment, c'est le fait de pouvoir mettre plutôt des icônes. C'est beaucoup plus parlant. Après, dans l'idéal, je sais que c'est pas toujours le plus simple. Là, par exemple, cet exemple de chambre, on voit que c'est une chambre du coup de 2 personnes et qui fait 22 mètres carrés. Vous auriez pu l'écrire de toutes lettres. Le fait d'avoir des icônes, forcément, c'est toujours un avantage. Le 4e exemple, c'est en fait se dire qu'il faut que je rende mon site inclusif pour qu'il s'adapte à tous les types de publics. Chaque personne a des besoins spécifiques qui peuvent être liés à des personnes qui ont simplement des handicaps, des déficiences visuelles, voilà, des besoins spécifiques plus largement. Il y a pas mal de petites astuces qui peuvent vous permettre du coup de en tout cas, rendre votre site vraiment accessible à tous. Je sais qu'il y a des choses que vous faites déjà sans même vous en rendre compte et qui permettent de rendre votre site accessible. Donc, vous allez sûrement le découvrir dans la slide suivante. Et sinon, je vais vous donner quelques tips suivants, tips supplémentaires. Si vous souhaitez rendre votre site inclusif, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est d'avoir vraiment un titre qui est significatif pour chaque page et onglet. Logiquement, vous le faites déjà. Je vous explique pourquoi c'est important, parce que par exemple, quelqu'un qui a une déficience visuelle va du coup faire lire votre site avec un outil vocal. Et donc en fait, pour lui se repérer et naviguer dans votre site, il va naviguer en fonction des titres de votre site. Donc des différents titres de vos pages. Donc le fait d'avoir vraiment un titre sur chacune de vos pages qui soit compréhensible, c'est-à-dire le fait d'avoir par exemple accueil, les chambres, à proximité, aux alentours pour toutes les informations autour de votre gîte, contact, réservation, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour lui. Et au final, ça reprend aussi l'astuce qu'on a vue tout à l'heure, le fait de mettre des verbes d'action. Voilà, au moins, en tant que personne à déficience visuelle, je peux très rapidement comprendre où je me situe sur le site et naviguer plus facilement. Deuxième point, c'est ajouter des descriptions alternatives à ces images pour qu'elles puissent être lues. Je sais que sur Eloa, ça s'affiche automatiquement. Sachez que quand vous avez par exemple un site WordPress, vous pouvez donc, lorsque vous téléchargez une photo ou même lorsque vous allez dans l'onglet Médias pour accéder à tous les images que vous avez sur votre site, vous pouvez, si vous le souhaitez, décrire l'image. Alors c'est une par une, donc je vous conseille de d'abord favoriser la modification des images qui sont présentes sur votre page d'accueil. Mais en tout cas, sachez que vu que des personnes à déficience visuelle ne peuvent pas voir les photos ou alors avec des difficultés, le plus simple pour eux, c'est du coup de lire les descriptions et de les faire lire avec un outil vocal. Donc le fait d'ajouter des descriptions, ça leur rajoute, on va dire, une narration lorsqu'ils visitent votre site. Le 3e conseil que je vous donne, c'est pour les personnes qui ont des daltonismes. Donc, une des choses qu'on peut vérifier sur son site, c'est le contraste des couleurs, qui est du coup un handicap pour les personnes qui ont du daltonisme. L'une des choses que vous pouvez faire, du coup, c'est utiliser Color Contrast Analyzer. Donc, c'est sur Internet, vous tapez directement sur Google. Et du coup, vous pouvez avoir un rapport des modifications de contraste que vous pouvez faire sur votre site. Des fois, il y a des couleurs qui vont pas vous sembler gênantes mises l'une sur l'autre. Par exemple, des carrés de couleur vert avec du jaune par-dessus. En fait, potentiellement, un daltonien, il va pas pouvoir le voir ou il va à peine voir la différence entre le vert et le jaune. Donc voilà, typiquement, c'est une des choses que vous pouvez faire pour en avoir conscience.
Quatrième point, avoir un espace minimum entre chaque texte. Donc ça, c'est surtout pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Je parle pas des personnes qui sont vraiment aveugles, mais qui ont des déficiences visuelles. Le fait d'avoir des textes qui sont trop collés, pour eux, c'est plus difficile de lire. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'aéré. Ça sera bien pour ces personnes-là, du coup, qui pourront lire plus facilement votre site, mais ça sera aussi mieux pour tout le monde, parce que le fait d'avoir des pages aérées, c'est toujours plus sympa à lire. Cinquième chose, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le langage Falk. Donc, c'est facile à lire et à comprendre. C'est une méthode d'écriture de normes européennes que voilà, vous pouvez utiliser. Si vous utilisez ChatGPT, sachez qu'il y a un GPT qui vous permet de réécrire vos textes justement dans ce langage Falk. C'est typiquement la deuxième solution que vous avez si vous souhaitez être sûr que ce que vous écrivez sur votre site, pardon, est facilement lisible et compréhensible. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous avez écrit quelque chose sur votre site et que vous voulez le faire vérifier, vous pouvez le faire lire à un ami et peut-être qu'il va se rendre compte, enfin, qu'il va vous le dire par lui-même, cette phrase-là, je la comprends pas. Typiquement, le langage Falk, quand vous l'utilisez, vous permet justement d'avoir des phrases qui sont vraiment hyper simples. Globalement, ce qu'il faut retenir du langage Falk, c'est des phrases courtes avec des mots qui sont pas trop compliqués. Voilà, souvent c'est une idée par phrase maximum pour qu'elle soit vraiment claire. Et quand on la lit d'une traite, on a compris toute l'information qu'on veut dire dans cette phrase. Donc voilà, je vous recommande vraiment de vous renseigner un peu sur ce langage qu'on appelle Falk. Et sachez-le, sur ChatGPT, vous avez un GPT qui vous permet de donner un texte et de ensuite le faire réécrire en langage Falk. Le sixième conseil que je vous donne donc, pour rendre son site plus inclusif, c'est d'avoir des sous-titres sur les vidéos. Alors, logiquement, si vous utilisez des vidéos sur votre site en intégrant des vidéos YouTube, la personne qui a besoin, enfin qui ne peut pas entendre et qui a besoin de lire, va pouvoir sans problème pouvoir enclencher les sous-titres. Par contre, si c'est vraiment une vidéo que vous mettez en dur sur votre site, sachez-le, si vous pouvez ajouter les sous-titres, c'est toujours mieux. Voilà pour les 6 bonnes pratiques pour rendre son site inclusif. On y pense peu, on met souvent peut-être déjà des choses en place, mais voilà, sachez-le, c'est toujours des bonnes pratiques. Et même pour des personnes qui n'ont pas de problèmes d'handicap, quoi qu'il arrive, si par exemple une personne a une mauvaise connexion Internet, ça lui servira toujours de pouvoir lire une description d'une image qui n'a pas pu se charger ou tout simplement de pouvoir des fois lire les sous-titres d'une image parce qu'en fait le son de son PC ne fonctionne pas. Donc c'est juste une manière aussi de permettre à d'autres personnes qui ont plutôt des problèmes techniques aussi de pouvoir rester plus longtemps sur votre site. L'astuce numéro 5, c'est le fait d'intégrer des options de paiement et de réservation en ligne. Alors ça, voilà, je pense que vous le savez tous, le fait de pouvoir proposer la réservation directement depuis votre site, c'est forcément ce qui vous permet d'avoir une meilleure conversion. Parce que le fait d'avoir un site, on va dire vitrine, qui ne permet pas de réserver directement, forcément, vous allez perdre un certain nombre de personnes entre le moment où ils vont avoir envie de réserver en regardant votre site et le moment où en fait ils vont devoir passer par exemple par un autre site, je sais pas, Booking, pour pouvoir réserver chez vous. Donc toujours proposer la réservation ou en tout cas proposer des liens qui renvoient vers cette réservation. Je pense bien sûr à l'ORC avec Eloa où en fait vous pouvez directement avoir votre module de réservation pour ceux qui ont cette possibilité-là. Donc voilà, vraiment proposer la réservation et en tout cas de le proposer on va dire un parcours de réservation qui soit fluide, c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir une meilleure conversion. À savoir que globalement, à chaque fois que quelqu'un clique sur un bouton supplémentaire, par exemple si vous êtes sur votre page d'accueil, que la personne clique pour à être redirigée vers une autre page, sachez qu'en moyenne, à chaque fois qu'une personne fait un clic supplémentaire, vous perdez 15% de votre trafic. Donc vraiment, essayez d'avoir un maximum de fluidité dans vos parcours d'achat ou de réservation pour essayer d'avoir un maximum de choses sur une page ou en tout cas d'avoir des chevauchements qui se font automatiquement. Je vous montre un exemple du coup de réservation que je trouvais intéressante où on reste globalement toujours sur la même page.
c'était toujours Vélotel, il me semble. Eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on voit très bien le parcours que la personne va devoir faire pour réserver. Donc, à la fois, elle va aller sélectionner donc sa date de séjour, puis sa chambre, puis un tarif particulier en fonction de ses demandes. Elle va sélectionner les extras et après, elle aura plus qu'à payer. Donc, d'un seul coup d'œil, elle sait qu'elle va avoir 5 étapes pour aller à la réservation. C'est rassurant, le fait d'avoir cet aspect d'étape. Et ce qui va être rassurant, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va rester globalement sur les mêmes pages. À chaque fois qu'on appuiera sur les options, les changements vont se faire petit à petit sans qu'on ait besoin de faire trop d'efforts. Donc là, par exemple, sur la chambre, elle va avoir rapidement sur la deuxième étape la possibilité de choisir les différentes chambres. On revoit à chaque fois qu'on a les petits carousels de photos et très facilement, on voit que c'est des chambres de 2 personnes avec la possibilité d'ajouter un lit. Au niveau des tarifs, très facilement, on sait qu'on va pouvoir prendre l'option déjeuner ou sans déjeuner. Et surtout, on voit très clairement le fait qu'on a une annulation gratuite si on le souhaite, c'est clair. C'est pas un bouton rouge qui clignote, c'est juste écrit comme ça. C'est une très bonne pratique. Au niveau des extras, pareil, la personne choisit son petit déjeuner et le parcours, le fait qu'elle souhaite, par exemple, prendre une place de parking. Et ensuite, elle arrive au moment de payer la réservation et elle a un récapitulatif qui est clair. Donc là, globalement, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on a des étapes claires et avec ce petit fil conducteur en haut et avec surtout un récapitulatif qui est transparent. Je le redis, ça, c'est vraiment les bonnes pratiques, vraiment les bons élèves. Je sais que sur tous les sites, c'est pas possible, que certains sites et architecture de site ne vous permettent pas de faire toutes ces modifications. Mais sachez-le, essayez de penser un maximum en étapes, en simplifiant les étapes et en essayant d'avoir au moins à la fin un récapitulatif le plus clair possible. C'est vraiment quelque chose qui est important pour l'utilisateur. Une 6e astuce, ça va être la foire à questions, la FAQ. Logiquement, vu que j'en ai eu certains ateliers, vous savez déjà ce que c'est. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une FAQ? En faisant oui, non? Ok, plutôt oui. Donc une FAQ, je pense que vous avez déjà été amené à en utiliser une sans peut-être savoir que ça s'appelait comme ça. C'est souvent des pages que vous avez sur n'importe quel site qui reprennent des questions qui sont très fréquemment posées avec des réponses. Typiquement pour vous, si vous êtes un hébergement, ça va être quelle est la capacité de mon hébergement, à quelle heure a lieu le check-in et le check-out, est-ce que il y a bien des lits pour bébé, est-ce que je peux ramener mon animal de compagnie. Globalement, c'est des questions qui représentent 80-90% des questions qu'on vous pose en permanence. Sachez-le, le fait d'avoir un espace dédié à une FAQ dans votre site, c'est vraiment une bonne pratique. Je vous montre du coup un exemple. En général, vous pouvez le mettre dans vos onglets de site internet. Donc, par exemple, vous aurez votre page d'accueil, votre gîte. Vous aurez ensuite un onglet qui sera dédié à votre région ou aux activités aux alentours. Et vous pourriez ajouter aussi en plus cette petite FAQ directement dans vos onglets principaux de page. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi l'ajouter en bas de votre sommaire. Ou alors, je pense à ceux qui ont un site Eloa, vous pouvez aussi l'ajouter dans vos news, par exemple. C'est une bonne pratique. N'hésitez pas à ranger les questions par catégorie. Tout à l'heure, la toute première astuce que je vous disais, c'était d'un coup d'œil, il faut que les personnes puissent voir les différentes catégories de votre page pour qu'ils puissent directement aller à l'information qui leur intéresse. Là, on voit par exemple les FAQ que je vous montre, elle est vraiment hyper simple. Vous avez vraiment les formalités, les politiques, les services, accessibilité, activités, loisirs, bien-être. C'est-à-dire que globalement, si je veux juste avoir des informations sur, par exemple, l'accessibilité, les emplacements, parce que je suis une personne je suis une personne PMR, avec un handicap. Voilà, j'ai juste à cliquer sur le plus, le 4e plus sur la droite et je vais avoir toutes les questions en rapport avec l'accessibilité du site où je souhaite réserver. La 7e astuce, c'est de permettre aux utilisateurs de contacter facilement le service client. Et des fois, le service client, c'est un peu un mot barbare pour vous parce qu'en fait, le service client, c'est vous-même, vous qui êtes propriétaire.
Donc voilà, se dire qu'un touriste, des fois, il va pas forcément trouver l'information qu'il souhaite trouver sur votre site. Il va avoir besoin d'informations supplémentaires ou juste il n'a pas envie de s'embêter à chercher sur votre site. Ce qu'il veut, c'est un contact humain. Donc, il va prendre contact avec vous. Il faut vraiment que vous vous disiez qu'il faut qu'elle soit la plus fluide possible. Donc, plusieurs choses que vous pouvez mettre en place pour ça, c'est déjà de fournir plusieurs canaux de communication possibles. Vous avez des clientèles qui sont vraiment différentes en fonction de l'âge, en fonction des nationalités. Toutes les habitudes sont différentes. Donc, pour une même question, au final, il y a peut-être des personnes qui vont vous contacter sur vos réseaux sociaux en message privé, d'autres qui vont vous contacter sur le formulaire de votre site, d'autres qui vont vous contacter par mail. Voilà, via des chats comme WhatsApp. Donc, il y a vraiment une multitude de canaux de communication qui permettent aux clients de vous contacter. L'objectif, c'est d'être présent sur ces canaux de communication. Je donnais un exemple que je trouvais intéressant avec Explore Meuse. Eux, donc à la fin de leur site, sur la page d'accueil ou sur n'importe quelle page, quoi qu'il arrive, il y a toujours un bandeau à la fin qui répertorie donc les horaires pour justement rentrer en contact physique avec l'office, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse email. Vous avez aussi la possibilité de contacter les différents points d'info qu'ils ont aussi au sein de leur territoire. Donc, vous avez vraiment la possibilité, enfin, ils offrent la possibilité aux touristes d'avoir vraiment plusieurs canaux de communication possibles. Et vous avez également les réseaux sociaux. Quelques bonnes pratiques du coup concernant justement ce contact client. Premièrement, première chose, avoir des coordonnées à jour et des liens qui fonctionnent. Donc, faites un petit tour de vos canaux de communication. Prenez votre site, votre fiche Google My Business, prenez vos réseaux sociaux et regardez si toutes les informations que vous mettez dessus sont bien correctes. Des fois, il manque un chiffre, un numéro de téléphone. Des fois, il y a une adresse mail où il manque le E de .be. Enfin, voilà, des choses super... voilà, des choses vraiment qui peuvent se corriger très, très facilement. Deuxième point, quand vous ajoutez des canaux de communication supplémentaires pour qu'on vous contacte, ayez bien conscience des engagements, entre guillemets, que ça vous donne. C'est-à-dire que si vous savez que vous n'êtes pas très réactif et que vous préférez, par exemple, ne donner qu'un canal de communication, choisissez vraiment ce canal de communication-là. Vaut mieux proposer un ou deux canaux de communication où vous allez vraiment pouvoir répondre qu'en proposer une multitude et du coup décevoir certains potentiels clients qui n'ont pas eu réponse à leurs questions. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment, on va dire, choisissez un nombre de canaux de communication que vous êtes capable ensuite de pouvoir gérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fonction des canaux de communication, il y a plus ou moins de temps d'attente qui est estimé par le touriste. Par exemple, quand vous êtes sur une plateforme de communication type Booking et Airbnb, en général, on s'attend à avoir une réponse dans les moins de 24 heures. Pour un email, pareil, en général, c'est dans la journée, voire demi-journée. Sur WhatsApp, Messenger, on s'attend aussi à une demi-journée parce qu'on est un peu plus dans l'instantanéité. Sur les SMS et aussi les réseaux sociaux, pareil, on s'attend, enfin en tout cas le touriste s'attend à avoir une réponse dans la demi-journée. Donc du coup, je mets un point d'alerte sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir des réseaux sociaux. Voilà, si vous avez régulièrement si vous vous rendez compte que vous avez régulièrement des messages privés sur les réseaux sociaux, pensez à y aller au moins une fois par jour minimum pour être sûr que vous ne loupez pas de questions-réponses. Et enfin, pour moi, en tout cas, pensez, on va dire offre, pensez hôtel par exemple. Quand vous appelez un hôtel, en général, c'est quelqu'un qui vous prend au téléphone à l'accueil et souvent ils vous répondent dès le premier coup de téléphone. Donc vraiment, il faut se dire, si je donne mon numéro de téléphone, c'est que globalement, je suis quasiment joignable dans l'immédiateté ou dans les 10 minutes si je rappelle. Voilà. Le dernier point, c'est d'éviter de proposer uniquement un formulaire de contact sur votre site. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque et qui se fait de moins en moins et surtout qui va être de moins en moins utilisé. C'est-à-dire que globalement,
les touristes savent maintenant que globalement, quand on remplit un formulaire sur un site, souvent ça part aux oubliettes. Donc, les touristes l'utilisent de moins en moins. Et donc, du coup, si vous n'avez que ce canal de communication-là, c'est quand même mieux de pouvoir rajouter un numéro de téléphone ou de pouvoir rajouter, par exemple, une adresse mail où vous êtes sûr de pouvoir répondre. La 8e astuce, c'est d'avoir un blog simple et structuré. Je mets un premier warning. Je sais que vous ne pouvez pas tous avoir des blogs sur votre site, il n'y a pas de souci. Quand je parle de blog, ça peut être aussi tout simplement des pages spécialisées, par exemple, sur le tourisme à vélo, sur le tourisme culturel. Voilà, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un article un blog. Des fois, juste avoir des pages supplémentaires sur son site, c'est suffisant. Toutefois, si vous avez un blog ou en tout cas que vous avez par exemple régulièrement des publications dans votre onglet News pour ceux qui ont un site Eloa, je vous invite vraiment à essayer de le structurer au maximum en essayant d'avoir des catégories bien distinctes sur votre blog. Je vous donne un exemple avec Gens. Par exemple, on voit qu'eux, dans leur blog, on a vraiment des articles qui sont dédiés et, on va dire, comment on pourrait dire ça, triés par catégorie. C'est hyper intéressant du coup pour les personnes qui souhaitent avoir des informations complémentaires. Ce que je vous conseille de faire si vous avez un blog en tout cas, c'est d'essayer de ranger par catégorie ou par typologie de clientèle. Par exemple, on voit ici qu'on a un onglet architecture art. Ça peut être aussi, comme on le voit ici, un onglet famille ou un onglet entre amis ou un onglet voyage en amoureux. Dans l'idéal, si vous avez un blog ou en tout cas si vous avez un onglet news sur votre site Eloa, c'est d'être régulier. Dans l'idéal, c'est mieux de poster une fois par mois. Après, si c'est une fois par trimestre, c'est toujours mieux. Par contre, si vous si vous ajoutez une option blog à votre site, n'hésitez pas à quand même essayer d'être régulier. Parce que si on va sur votre site et qu'il n'y a pas eu de publication depuis 2 ans, ça sert à rien. Au même titre que je vous conseille de bien faire le tri de temps en temps sur votre site. Si vous vous rendez compte qu'il y a des articles qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être, vous pouvez les supprimer si vraiment, ou alors les réécrire et les remettre à jour si ils ne le sont plus. Pour l'astuce numéro 9, ce qui peut vous permettre d'avoir une meilleure expérience client, c'est de développer votre stratégie concernant vos avis clients. Pour ça, vous pouvez faire 2 choses. Déjà, essayer d'avoir plus d'avis clients, essayer d'en réceptionner davantage. Et dans un deuxième temps, essayer de les utiliser pour réassurer votre futur client. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie concernant vos avis clients? Déjà, pour améliorer votre réputation, le fait d'avoir plusieurs avis clients, c'est quelque chose qui est hyper important et qui, comment je pourrais dire, vous permet aussi d'être mieux vu par un futur touriste. De plus en plus, le fait de lire les avis clients, c'est quelque chose de vraiment primordial pour un futur touriste. Voilà, pour être sûr qu'il va au bon endroit. Maintenant, lire les avis clients, c'est devenu quelque chose qui est habituel pour un futur touriste. Ça peut aussi montrer votre réactivité. Le fait de répondre rapidement à un avis client, ça montre à un futur client justement que vous êtes réactif. Dans l'idéal, il faut répondre dans les 48 heures. Je sais que c'est pas toujours possible, mais si vous pouviez le faire, ça serait top. Plusieurs choses concernant les avis clients. Sachez que de retour qu'on a sur les 2 ans de dispositif, ce qui fonctionne le mieux pour avoir des avis clients, c'est de mettre des QR codes qui renvoient vers vos fiches Google ou vos fiches TripAdvisor directement dans votre structure, que ça soit un gîte, une maison du tourisme ou une attraction, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que les clients vivent l'expérience et qu'ils vont laisser un avis. En général, on arrive moins à avoir des avis après coup en envoyant un message bonjour, merci de votre visite et surtout n'oubliez pas, laissez-nous un avis. Le fait de leur proposer de remplir l'avis directement via un QR code directement chez vous, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'est pour récolter l'avis. Ensuite, on va dire, utiliser cet avis, vous pouvez faire 2 choses. Déjà, il
faut absolument répondre aux avis clients. Et si vous le pouvez, essayez de toujours relancer dans vos avis le fait de montrer votre différenciation. Par exemple, si vous êtes un gîte et que vous avez par exemple un sauna, si quelqu'un vous écrit un commentaire en disant bonjour, on a vraiment passé un chouette séjour, merci pour tout. Vous pouvez lui dire bah, merci beaucoup, j'espère que la prochaine fois vous pourrez revenir et tester notre sauna. Au moins vous montrez aux personnes, aux futurs clients qui vont lire vos avis clients que vous avez plein de différenciations et de services et on va dire équipements que vous proposez en plus. Au moins, ça leur permet, ça permet aux clients, aux futurs clients d'en apprendre plus sur vous. Une troisième chose que vous pouvez faire avec vos avis clients, c'est de les afficher sur votre site. Typiquement, là j'ai l'exemple de Nogal ou même d'un site de Vendée qui justement affiche les avis clients. Sachez que vous pouvez faire deux choses pour afficher vos avis clients sur votre site. Soit vous pouvez utiliser des extensions, par exemple sur WordPress, il est possible de créer une extension qui affiche automatiquement tous vos avis clients. C'est une bonne pratique. Toutefois, la meilleure pratique, c'est de choisir 4, 5 avis clients qui sont vraiment bien et qui racontent une histoire. C'est-à-dire que si vous avez des avis clients qui disent juste merci beaucoup pour le séjour, ça ne sert à rien de les afficher sur votre site. Ce qui servira vraiment à réassurer un futur client, c'est le fait d'afficher des avis clients qui sont assez verbeux, assez longs, de 4-5 lignes, comme on peut le voir par exemple dans l'exemple de Nogal, donc à gauche, où on voit que vraiment la personne a vraiment décrit son expérience. Au moins, le client, quand il va arriver sur votre site et qu'il va lire ces quelques avis, il va vraiment avoir une vision très claire de ce qui l'attend. C'est vraiment ce type d'avis client que vous devez mettre en avant. Voilà. Donc, pour les avis clients, je vous conseille vraiment d'en mettre quelques-uns, si possible 2-3 sur votre page d'accueil ou à des endroits un peu plus stratégiques, comme au moment de la phase d'achat, au moment de la réservation. J'ai une dernière astuce qui peut du coup vous permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur. C'est dans un premier lieu d'améliorer votre visibilité, donc la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Avant que quelqu'un arrive sur votre site, il a besoin de cliquer sur le lien de votre site via une recherche Google. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'améliorer votre référencement organique. Donc pour ça, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre référencement organique. Je ne vais pas le développer ici. On a fait un webinaire sur ce sujet. On fait même un atelier de mise en pratique sur le sujet. Pour ceux qui ne seraient pas clairs, du coup, le référencement organique, c'est vraiment le fait d'être dans les premières recherches Google lorsqu'on tape un certain mot-clé. Pour vous donner un exemple, quand on tape tourisme Wallonie dans Google, le premier lien qui ressort, c'est Visite Wallonia. Vous, par exemple, si vous êtes un gîte qui est présent dans la ville de Liège et que vous faites que vous avez un gîte tourné sur la déconnexion, bah, ça serait bien, par exemple, de travailler le référencement organique avec les mots-clés suivants qui seraient gîte, Liège et déconnexion. Donc très concrètement, deux exemples de choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche. C'est par exemple d'améliorer la vitesse de téléchargement de votre site. Donc une des choses que vous pouvez faire, c'est de compresser vos images, par exemple le fait de rendre vos images moins lourdes. Et la deuxième astuce, par exemple, c'est d'avoir un site qui soit mobile friendly ou responsive. Logiquement, c'est quelque chose qui se fait quasi naturellement maintenant avec tous les sites que vous utilisez WordPress, Wix, Eloi. Et voilà, sachez-le, il y a plein de petites astuces qui vous permettent d'améliorer votre référencement organique. On va pas le traiter là, mais c'est vraiment un sujet plus global, un chantier global que vous pourriez amener dans le développement de votre maturité digitale pour votre structure.